Hagerty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Auto Rétro. C'est de la belle région de Trinque-Jonction qu'on vous présente cette semaine notre voiture, une magnifique Camaro 73 aux hormones, s'il vous plaît. Donc sans perdre un instant, je vous la fais découvrir avec Sonny Dessart. En 1970, la Camaro reçoit une toute nouvelle carrosserie plus basse, plus longue et plus large de type fastback. Son introduction a lieu à la fin de février 70, dû à des délais dans le développement. Le moment peut paraître mal choisi en temps de récession, avec en plus la popularité grandissante des compacts comme la Duster et la Maverick. En 1973, une nouvelle version LT apparaît avec un intérieur plus luxueux, comportant des appliqués de bois, une instrumentation complète et un volant sport. Les carrosseries disponibles sont toutes découpées 2 portes, la décapotable ayant été retirée. Quant aux versions, il y a la Sport, la LT, la RS et la SS. En 1973, près de 97 000 véhicules sortirent d'usine à des prix de base variant de 2 800 $ à 3 300 $. Sonny, tu es propriétaire d'une Chevrolet Camaro 73, une Z28. C'est un modèle qu'à peu près tous les boomers ont rêvé d'avoir ou ont eu. Écoute, c'est rare, on n'en trouve pas beaucoup. De cette qualité-là, honnêtement, j'ai rarement vu ça. De quelle façon le projet est né, de façon historique? Comment tu as trouvé la voiture? Et est-ce que c'était un projet que tu avais depuis longtemps dans la tête? Oui. Premièrement, c'était pas vraiment cette voiture-là que je cherchais, mais comme je trouvais pas l'autre, à force de chercher, je suis tombé sur des modèles de Camaro. C'est quoi tu cherchais au départ? Une Challenger TA 70. Okay. 70. Puis c'était très rare. C'est un autre beau bijou en passant? C'est ça, oui. Puis je suis tombé sur ce modèle-là, que je trouvais très beau. Puis celle-là, elle avait quelque chose de particulier. C'était l'option LT-RS qui a fait que j'ai accroché là-dessus. Juste pour les gens qui connaissent moins ça, LT-RS? Oui, Luxury Touring. OK. Pour l'intérieur, plus de garniture, volant ajustable, air climatisé pour la première année de la série. Puis le RS, c'est les phares en avant, les split bumpers qu'on appelle. C'est Rally Sport? Rally Sport, c'est Rally ça. Sport, OK. Oui. Donc, les split bumpers, les parkings à côté des lumières. Des petits éléments distinctifs. C'est ça. On la reconnaît de exactement. Plus loin. Donc, j'ai accroché sur ça. Puis, comme je trouvais pas l'autre modèle que je cherchais, bien, j'ai décidé de l'acheter. J'ai fait une offre aux vendeurs sur Internet. Tu l'as trouvé sur Internet, mais oui. Dans quelle région? Dans le Wisconsin. OK, là, on était aux États-Unis, oui. Wisconsin. Donc, si on s'entend, là, c'est une voiture que tu as fait des bonnes recherches pour la trouver. Là. Oui, c'est ça. OK. Pourquoi celle-là t'attire plus que les autres que tu vois sur le web? Bien, cette Camaro-là, comme je dis, était déjà assez rare, plus les options qu'elle a présentement, OK. qu'elle a, qui en font encore plus rares. Il y en a quelques mille exemplaires. Le premier contact que tu as aux États-Unis avec la personne, tu as vu une photo, j'imagine, sur le web, puis oui. là, tu prends contact. Ça se passe comment dans la conversation? J'imagine qu'on pose des questions sur l'état de la voiture, ce qu'on voit pas. C'est toujours un peu épeurant, ces choses-là, parce que quand on achète pour la première fois sur Internet, on se demande est-ce qu'il va y avoir des vis cachées, des choses comme ça. Mais j'ai eu la chance de faire affaire avec quelqu'un à Québec qui s'occupait des dédouanements, ces choses-là. Un spécialiste. C'est ça. Puis qui a envoyé quelqu'un vérifier l'auto. OK. Il y avait des personnes aux États-Unis, des contacts,
qui pouvait aller la vérifier sur place. Fait que à ce moment-là, tu es plus sécure sur l'achat, parce qu'il y en a qui achètent sans faire vérifier, puis là, les surprises arrivent. Les mauvaises Par surprises. dizaines de milliers de dollars. Exactement. Fait que toi, tu t'es sûr que tu as une voiture saine qui est bonne pour faire ce que tu veux faire comme projet. C'est ça. Elle est dans quel état à ce moment-là, la voiture? Elle était très belle, la voiture, saine. Il n'y a eu aucune tôle ou acier de remplacer là-dessus. Pas de tôlerie avec des rivets. Non, c'est ça. C'est une voiture saine. Elle est d'origine. La seule chose, c'est tout en la restaurant, on a aimé mettre un peu plus d'agrément, comme on dit. On est allé vers plus de performance. Parfait. Donc, au niveau du look du véhicule, on a un véhicule qui est pas mal identique au véhicule que tu as acheté. Il est d'origine. Il est d'origine. Où tu t'es amusé, c'est sous le capot. C'est ça. Explique-moi sous le capot les différences entre le véhicule que tu as eu et ce que tu as fait pour rendre le véhicule aussi performant que ça. À l'époque, ça sortait avec un moteur 350 de GM standard qui avait environ 245 HP, qui n'était pas très, très puissant. On s'entend. C'était pas les années les plus puissantes des Chevrolet Camaro. Ça diminuait dans les années 70 là, à chaque année. Puis la cause, pour les gens qui ne savent pas, mais c'est la crise du pétrole, qui a eu un problème, et l'assurance aussi. Hein? Exactement. On était plus capable d'assurer le véhicule et les prix du pétrole sont partis en fond maintenant. C'est ça. Donc, pas beaucoup de performance pour un véhicule comme ça. Alors, moi, tout en la restaurant, j'ai décidé de la mettre plus performante sans modifier rien sur le véhicule. Tout reste d'origine, sauf le moteur. Donc, on a un match number Ouais. partout, sauf qu'on a joué un peu dans le moteur. C'est ça. OK. C'est un moteur neuf qui vient de GM Performance, qu'on appelle un 502 Crate Engine, qui développe 502 HP avec un 600 livres de torque. 600 livres de torque. Oui. À combien de tours minute, par curiosité? Environ 4300. Quand même. C'est un moteur qui est capable de révolutionner en même temps puis de torquer, Oui. d'avoir du couple. Ça n'a pas énormément de révolution parce que ça reste un gros bloc, Ouais, c'est un moteur à couple. c'est qui ça. donne du Mais il couple. y a beaucoup de coupe à bas régime. Fait que c'est un véhicule qui est fait pour décoller rapidement. C'est ça. Absolument. Après ça, bien, là, tu as le bloc moteur que tu reçois de GM. Est-ce qu'après ça, tu personnalises un petit peu la remise à neuf? Pas à neuf, le bloc est neuf, mais la remise du moteur, est-ce que tu mets un petit peu de toi dedans? On a juste seulement ajouté un cam pour OK. donner un peu de son puis de vibration au moteur, comme on aime ça. Oui. Puis le reste, c'est tout ce qu'il y a alentour, le chrome, les poulies, pour l'embellir. Parce que ça sort quand même assez, on va dire, mat. C'est pas éclatant. Là. C'est pas éclatant, mais C'est là, ça. ça le devient après. Ça le devient. Puis suite à ça, il faut aussi que le reste suive. C'est la transmission, le différentiel, les essieux, tout ça. Ça, on va y revenir. On va prendre une petite pause, puis on revient justement avec le reste un peu de la mécanique que tu as pu mettre au point à ton goût. Parfait. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on va parler d'une voiture pliante. Là, on va rester à l'écoute pour que les gens puissent comprendre quelque chose. Là. Une Ouais. voiture pliante. Vas-y, Mario. Ben moi-même, quand j'ai fait mes recherches, j'ai tombé là-dessus. J'ai dit, ben voyons donc. Mais bref, tout est possible. On est encore dans la période d'après-guerre, je me répète. Les pilotes de ligne à l'époque, les pilotes de ligne, mais pas rien que les pilotes de ligne, les pilotes aussi qui ont participé à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, eux ont continué à piloter par la suite. Hein. Il y avait leur avion personnel bien souvent. Et les aéroports n'étaient pas nécessairement très près des grands centres-villes. Alors, lors de leur déplacement, eux autres, il y avait une lacune souvent. Ils arrivaient à l'aéroport, puis, bon, on appelait un taxi, mais c'était long. C'était pas assez rapide pour eux. Donc, ce monsieur-là, Mitchell, a pensé à développer une valise, mais qui pouvait se déplier et devenir un véhicule de transport. Wow. Il pouvait transporter la valise auto, appelons ça de même, dans l'avion avec eux. On parle pas d'un avion porteur, on parle d'un petit avion. Là. Et en arrivant à l'aéroport, bon, on dépliait le tout, on installait le siège, on installait les valises en avant.
Et on démarrait la petite auto pliante et puis on se rendait à notre destination facilement, à la grande surprise des gens qui nous voyaient passer. J'espère que ça fait assez spécial. C'est assez spécial. C'était la motorisation, c'était carrément un moteur de vélo Weiser. Les gens se rappellent un peu, là. En fait, une mobilette des années 50. C'est En comme plein ça simple. 2,6 chevaux refroidis par air avec un cylindre à 4 temps. Au début, il démarrait le tout en le poussant, mais à un moment donné, il a mis au point un démarreur à pied pour décoller le petit moteur. Puis pour minimiser le poids, la voiture n'avait aucune batterie. Les phares avant et arrière étaient alimentés directement par un générateur. Mitchell dirigeait le tout avec un bras, tout simplement comme ça, pour tourner à gauche ou à droite. Le véhicule avait 37 pouces de long, 20 pouces de haut et presque 60 pouces de large, ce qui vaut à peu près une voiture standard à l'époque. Donc, on n'avait pas de volant. En fait, c'est un peu l'équivalent du guidon d'aéronef. D'un avion, un peu. Oui, c'est inspiré de ça. On pourrait dire ça, effectivement. Oui. Bon, lui, il n'a pas perdu de temps pour vendre son projet. Tous les aéroports qu'il visitait, quand il arrivait, les personnes proposées sur le tarmac lui demandaient, il disait hey, voulez-vous que je vous appelle un taxi? Non, il dit ça va être correct. Il dit, là, il sortait sa valise, il installait ça. Le monde regardait ça avec des yeux en voulant dire, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? C'est incroyable. Il a même génial. poussé l'audace à... son projet a servi à la vie de tous les jours. Donc, les femmes au foyer, c'est pas tout le monde qui avait 2 voitures. Non, pas à l'époque. Il y avait une petite commission à faire, dépliait ça à la maison, puis on partait faire des emplettes, puis on revenait. Là, ça faisait super bien. Là. Et probablement qu'il n'a pas réussi à passer les tests de Transport Canada, puis on n'a pas pu le commercialiser. Oui, là, c'était une autre C'est pas histoire. ça que le test d'impact aurait fonctionné. Ça fonctionnait avec un réservoir à essence de 1/3 de gallon, qui pouvait durer 90 minutes. Donc, on faisait environ 35 à 40 000 et, de vitesse de croisière. Et ce petit véhicule, comme je vous disais, pouvait très bien servir dans la vie de tous les jours à d'autres utilisations, bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que ce projet-là, à un moment donné, on n'a jamais entendu parler. Et même M. Mitchell l'a abandonné. Il s'est plutôt lancé dans la création de cadres photo parlants avec un petit disque d'un demi-pouce conçu pour les militaires qui s'ennuyaient quand ils étaient au front ou dans une guerre quelque part, pour entendre soit les paroles ou des histoires de leur conjointe ou conjoint. Dans le fond, tu avais l'image fixe et tu avais de l'audio qui roulait avec. Exactement. Ben, écoutez, pour l'époque, c'était original. C'était très original. Écoute, j'en reviens tout simplement pas. L'idée est géniale, encore une fois, mais ça ne pourra pas être commercialisé à grande échelle, c'est sûr. Oui. Mais merci, Mario. La semaine prochaine, Eric, je te parle de la première voiture à essence, probablement au Canada, Québec. Et très peu de gens savent l'existence de cette voiture-là au Canada. Exact. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les belles autos d'hier. Le 4 mai 1973, le World Trade Center est inauguré à New York. Les 2 tours jumelles font 415 mètres de haut et sont à l'époque les plus hautes tours du monde. Symbole du capitalisme américain, elles sont détruites le 11 septembre 2001 par une attaque terroriste. Le 29 avril, une grave crise du verglas sévit sur le Québec. 3 superlignes d'Hydro-Québec s'effondrent sous le poids de la glace, causant 5 millions de dollars de dommages. Le 11 septembre, c'est le coup d'État au Chili. Le gouvernement est renversé par l'armée, alors appuyé par les États-Unis. Le président Salvador Allende se suicide dans son palais pendant que le général Pinochet prend le pouvoir et met en place un régime militaire qui s'étendra sur près de 20 ans. On a vu dans le volet précédent, Sonny, un peu l'aspect mécanique que tu as modifié sur la voiture, tout en ayant une voiture match number. On était rendu à la transmission. Là, on a fait le bloc moteur. La transmission, j'imagine que tu as adapté la transmission également
aux chevaux vapeur puis au couple moteur de la voiture? Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Il faut que ça suive, comme on dit. Il ne faut pas que le devant parte seul. C'est ça. OK. Exactement. C'est une transmission manuelle 5 vitesses, Tremec, là, dans le jargon des connaisseurs. Oui, ça, on s'entend, on est dans la transmission de performance. C'est ça. Puis ça permet aussi d'avoir sur la route une bonne économie quand même. On peut rouler à 100 km/h à un RPM de 1800 tours environ. Ce qui fait une grosse différence. Oui. Parce que souvent, on roulait dans les 3000 tours avec ces Exactement, voitures-là. oui, c'est ça. Ça fait une bonne différence. Mais aussi au niveau du veau sonore sur la grande route, j'imagine. Oui, c'est quand même, ça roule très bien. Pour faire une grande ride, il n'y a pas de problème. Le différentiel suit. Oui, Donc, OK, on a la transmission qu'il faut, mais j'imagine après ça, il faut adopter les ratios différentiels et il faut que ça tienne le coup. exactement. Sur ça, il y a un pot ici qui appelle 342 avec des essieux aussi de performance pour que ça tout suive. Donc, on a une voiture qu'on peut dire en équilibre. Exact. Elle est faite Oui. homogène, elle est faite pour performer. Freinage aussi, j'imagine. Non, le freinage reste quand même d'origine. Donc, frein à disque à l'avant? Oui, Tambour à l'arrière. exactement. OK. Est-ce que ça suffit quand même? Oui, Oui. c'est bien. C'est Mais sûr que on ne fait pas de la course avec pour faire des arrêts de départ. là. C'est ça. Mais ça suffit pour la route de tous Pour les la jours. route, ça va bien. Oui. On s'entend qu'avec une puissance comme ça, il faudrait... On apprend à connaître notre auto aussi. Oui, on apprend à la connaître, à sentir un peu de quelle manière elle bouge. J'aimerais ça qu'on parle un peu d'histoire de la Camaro, parce que c'est très riche en histoire. Beaucoup de gens savent que la Mustang de Ford a comme réveillé un peu le conseil d'administration de GM, parce qu'ils pensaient que Ford allait se planter d'aplomb avec la Mustang. Oui. Et là, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Hein. Non, c'est ça, là. Ça a explosé, comme on dit. À partir de ces ventes-là qui sont très performantes, là, l'équipe de GM a décidé de créer la Camaro. Au niveau de la création de la voiture comme telle, pour quelles raisons les gens des GM ont voulu réagir si vite que ça? Bien, ils ne voulaient pas perdre le marché, hein, ça, bien entendu. Ils voulaient réagir à la sortie de la Mustang. Donc, eux autres, même s'ils pensaient pas qu'elle allait avoir un impact avec la Mustang, finalement, elle était tellement forte qu'elle a débalancé même le marché de GM. C'est ça, oui. OK. Puis les dirigeants de GM ne croyaient pas du tout à un pony car, parce que c'est un peu le début des pony cars en même temps avec la Mustang. De quelle manière ces gens-là ont pivoté pour réussir à gagner du marché? Bien, ils ont réagi rapidement, justement, en sortant cette pony car-là, la Camaro, qui est venue compétitionner la Mustang. Puis en même temps, il y a eu la Trans-Am, qui était pratiquement identique. Trans-Am pour Transamérique. Oui, c'est ça, les courses Transamérica à l'époque, qui étaient très populaires. Dans le prochain volet, Sony, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de quelle manière tu vis le milieu de la voiture antique. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ton prochain projet aussi. Oui. On se revoit dans quelques minutes. Sony, quand tu as acheté ton bloc moteur, tu nous l'as dit tantôt, c'est un bloc moteur que tu as acheté de Chevrolet. Là, tu as fait un peu ta recette à toi. Tu as joué avec les poussoirs, tu as joué avec les têtes de moteur également. Exactement, oui. C'est ça. C'est une petite recette personnelle. Fait que c'est ton son à toi, ça. Oui, c'est ça. Dans l'accélération, on parle de 0-100 km/h. Théoriquement, on peut accélérer à peu près de quelle rapidité? Je dirais à l'entour de 4 secondes. On est dans les... Au centre, OK. Autour de 3, faire les 3 début 4. c'est ça. Sur un quart de mille, on peut s'en sortir à combien environ? C'est dans le 11 secondes. Donc, on s'entend, là, on est dans performance. C'est ça. Sa force, j'imagine, c'est le torque moteur qui permet d'avoir le quart de mille aussi performant. C'est là qu'il va chercher son information. Puis ce qui fait qu'il y a le torque à bas régime comme ça, ben, c'est justement les têtes. Donc, le secret, c'est les têtes. Oui. Sony, comme passionné de voitures antiques, dans la vie de tous les jours, bien sûr, en été, de quelle façon tu profites de ton auto? Bien sûr, j'imagine que tu t'amuses à la cirer, ça, c'est un plaisir incroyable. Mais est-ce que tu sors un peu avec? Qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Oui, quand même. Je
la prends à l'occasion, surtout pour des meets qu'on appelle. On a des réunions. Des rencontres. C'est ça, des rencontres un peu tout le tour du village, là, dans d'autres paroisses. Aussi, des petites randonnées à l'occasion. Petites randonnées sur les routes de campagne. Oui, c'est J'imagine ça. c'est là que c'est plaisant à conduire, les vitres ouvertes. Exactement. Quand il fait beau, pas Oui. de pluie à l'horizon, le moins possible. Est-ce que tu étais porté, je sais que tu tiens dans l'environnement pour les événements, mais est-ce que tu es porté à faire aussi des longs voyages, plus longs voyages, aller à une destination avec puis revenir? Non, pas vraiment. Des expositions, des choses comme ça, Ouais. mais c'est plutôt local. Local. Là, on va parler du futur un petit peu. Oui. Tu m'as parlé d'une voiture de rêve au début que tu n'avais pas trouvée, puis qu'on est allé vers la Camaro qui fait un projet de rêve aussi. Mais là, tu as un autre projet. Oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Une fois la restauration de la Camaro débutée, j'ai trouvé la voiture que je cherchais, une Challenger TA 1970, que j'ai achetée finalement. Surtout dans ces années-là que ça allait pas très bien aux États-Unis. Le taux de change était le même, était égal, donc ça favorisait l'achat. Puis ça fait 11 ans depuis que je travaille là-dessus, sur le projet. Il va en avoir beaucoup à dire, là. Oui, beaucoup. Beaucoup de recherches, puis ça s'en vient. Probablement l'année prochaine, elle va être prête. Fait qu'on est destiné à se revoir peut-être dans quelques années, nous. Ça serait le fun. Avec plaisir. Écoute, Sonny, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. Puis je te souhaite bonne route et un beau deuxième projet. Ça m'a fait plaisir. Merci. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Si vous nous connaissez, vous savez déjà qu'on a fait une Riviera qui a gagné le Riddler à Détroit. Si vous ne nous connaissez pas, on va te parler un petit peu de cette voiture-là. Le chef designer à GM dans le temps, son nom c'est Bill Mitchell. C'est lui qui est responsable pour la split window Corvette. Il est aussi responsable pour la Riviera. La Riviera est inventée à cause qu'il était en Italie. Il est revenu de là et il s'est dit OK, je veux un char qui est produit par GM, qui a du luxe de la Rolls-Royce, mais qui a la performance d'une Ferrari. Puis c'est ça qui a inventé l'idée de la Riviera. Une Buick qui était beaucoup plus de luxe, mais aussi de performance. C'est le premier char, premier hot rod, qui a vraiment pris les lignes et puis les définitions de un muscle car, un hot rod, il appelle ça un pro touring, un char de course. Ça pourrait être mon char là, juste pour chauffer Dukes of Hazzard puis faire le fou. 6 ans de temps, 22 000 heures. Et puis, tu commences avec une idée, puis l'idée morphe à quelque chose d'autre. Puis elle fait des changements de route entre-temps, mais toujours le goal d'avoir un char qui pourrait être vite et puis le fun. Peut-être le premier hot rod au monde qui a décidé d'être supercar, mais pas juste supercar en point de vue de performance, mais en look, en style. Ça a l'air européen, ça excite quand tu le regardes. Le cuir est super doux, le stitching d'un siège est super bien fait, paint job exquisite. Un char qui a vraiment été designé pour être une voiture exceptionnelle en point de vue de performance et non juste de l'art. J'ai mis une airbox, toute faite en fibre de verre. L'air rentre dans le côté du véhicule. Dans l'airbox, ça passe par un fil. Puis là, ça arrive l'air directement à 2 turbos qui sont à l'arrière du char. L'air se fait compresser. Et puis là, on passe ça par un intercooler à l'arrière du char. On passe tout cet air-là par un gros tube dans le char avec les 2 passagers du char.
La manière qu'on a ingénieré la voiture, ça nous a donné un displacement de poids de 51,6 % sur les roues arrière. Très, très rare, très difficile à accomplir. On a plus que 800 HP aux roues. C'est à peu près 1000 au moteur, à peu près. Une autre affaire qui est bien fun de cette voiture-là, c'est que c'est le seul char qui a été gagnant de Détroit qui se fait servir. Il y a même 1000 milles dessus. On a fait de la course de drag avec, on a fait de la course road race avec, on a fait du autocross avec. Je m'en sers même de temps en temps pour aller chercher mes enfants de l'école. Mais c'est vraiment une voiture de décoration et d'art qui se fait servir. Pour cette voiture-là, je me sers seulement des huiles Hypertech. Ce que j'aime des huiles Hypertech, c'est qu'elles sont toujours fabriquées dans des petites batches. Donc, ça donne beaucoup de contrôle à s'assurer que le produit est toujours de haute qualité. Les huiles Hypertech Hot Rod et Muscle Car, ils ont beaucoup de zinc. C'est très important dans les vieux moteurs à cause que les nouvelles huiles n'ont pas assez de lubrifiant dedans. Le zinc aide beaucoup à s'assurer que les moteurs seront pas mal. On a découvert aussi que les huiles High Zinc de Hypertech, ils sont super dans nos chars de course à cause qu'ils sont capables de prendre les températures et puis avec le zinc, ça nous donne beaucoup plus de lubrification. Je vous recommande les huiles Hypertech High Zinc pour vos muscle cars et vos hot rods. C'était Éric Fortier, mais je vous dis merci d'avoir été là. Et moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier.